la Seconde Guerre mondiale autour de chez nous à Saint-Martin. Et avec vos maîtresses, on a eu l'idée d'organiser cette rencontre aujourd'hui. J'ai rencontré ces deux dames, alors ça fait un moment que je les connais. C'est Colette Lefebvre et Marguerite Lebrunet. Elles sont martifontaines, c'est-à-dire qu'elles habitent Saint-Martin depuis très très longtemps. Et je pense qu'elles ont beaucoup de choses à nous apprendre, à vous apprendre sur le sujet que vous étudiez, le débarquement, la Seconde Guerre mondiale autour de chez vous. Colette, vous avez quel âge? 89 ans. 89 ans. Et Marguerite? 93. 93. Vous, ça paraît très vieille. Pas une référence. Non. C'est pas une référence. Et Colette, vous aviez quel âge pendant le débarquement, l'année du débarquement en 1944? J'avais 10 ans. Et vous, Marguerite? J'avais 14 ans. 14. Donc, qui a 10 ans, là? Ouais, ça. Donc, voilà, ma Colette, par exemple, avait votre âge en 1944, à l'année du débarquement. Donc aujourd'hui, on va les interroger. On va faire déjà un premier temps où on va échanger, c'est nous qui allons parler. Et après, il y aura un deuxième petit temps où vous pourrez poser des questions. D'accord? Donc n'hésitez pas à garder vos questions dans la tête pour après. On va faire dans l'ordre chronologique. Donc, Colette, vous habitiez où pendant la Seconde Guerre mondiale? Pendant la Seconde Guerre, j'habitais Saint-Aubin-sur-Mer, puisque je suis née à Saint-Aubin-sur-Mer, je ne sais pas si vous connaissez, sur la côte. Il se trouvait aussi que quand j'avais 10 ans, je suis venue à l'école ici, à Saint-Martin, parce qu'il n'y avait plus d'école sur la côte, puisqu'on prévoyait le débarquement. C'était quand même, les municipalités avaient supprimé les écoles, donc j'étais venue habiter ici chez ma grand-mère. C'est là que j'ai rencontré Marguerite qui m'a accueillie parce que j'étais un peu perdue de changer d'école. Et donc je me suis trouvée là le 6 juin, le jour du débarquement, j'étais sur Saint-Martin. Vous êtes arrivé quand sur Saint-Martin? À quel moment? Au moment de Pâques, je pense. Donc mars-avril. Voilà, mars-avril jusqu'au 6 juin. Et vous êtes arrivé dans la même classe? Non, justement, Marguerite était plus âgée, c'est pourquoi elle m'a indiqué la façon de faire de l'école, parce que c'était pas la même chose que l'école de Saint-Aubin, donc j'étais perdue. En quoi c'était pas pareil? Tout me semblait différent. Je me souviens de ça. L'école, Marguerite, c'était comme maintenant, tout le monde ensemble? C'était comment? Les filles ensemble. Surtout pas le garçon. Non, non. C'était à part, les filles d'un côté, les garçons dans une autre école. Alors les filles, c'était où? L'école des filles? Alors les filles, c'était à côté de l'église, presque en face de l'église. Près de la place des lavoirs où il y a tous les arbres. Il y a encore la moitié de l'école qui est restée debout. Et les garçons? Ils étaient ici. Oui. En mairie, enfin au niveau de la mairie, le bâtiment là, voilà. Donc voilà, on s'est séparés. Et enfin, pas de mélange. Donc vous êtes arrivée en mars-avril, Colette, et vous, Marguerite, donc vous viviez à Saint-Martin avec vos parents. Moi, je suis née à Saint-Martin, j'habite dans la maison où je suis née. Et je n'en ai pas bougé, quoi. D'accord. Je ne sais pas si oui, près de la Fleuriste, la grande maison, voilà. Cette maison-là, elle est là depuis très très longtemps. Elle a résisté à la guerre, au débarquement, avec beaucoup de dégâts, mais enfin, on a réussi à refaire quelque chose. Donc vous avez pris sous votre aile Colette quand elle est arrivée. L'école a continué. Ça se passait comment, la vie à l'école, toutes ces années, parce que la guerre a commencé en 1939. Comment ça se passait Je me souviens pas beaucoup. Dans 10 ans, je me souviens. Vous étiez à Saint-Aubin, mais à Saint-Martin. À Saint-Martin, ça se passait comment sous l'occupation? À côté de chez nous, l'ancienne clinique, il y avait les Allemands avaient occupé et occupé notre maison à côté. Alors ça s'appelait la commandanture. La commandanture. La commandanture. Les Allemands. C'était les bureaux des Allemands, ou leurs bureaux. Donc en fait, ils allaient... Il y a une grande bâtisse orange devant Carrefour Market. Ah oui. Voilà. En fait, c'était la commandanture. Ils avaient mis tout le monde dehors et ils occupaient, c'était leur bureau. Et votre maison n'était pas loin, donc à côté, alors. Ils l'ont réquisitionné. Ils avaient pris la mienne aussi. Donc, et alors vous habitiez où?
pendant ce... On avait une maison rue de Verrières. Et j'étais avec mes parents là-bas. On avait quitté la grande maison pour aller rue de Verrières. Et il y a une anecdote que vous m'aviez expliquée sur votre grand-mère. Oui. Alors, c'est ma grand-mère qui habitait où je suis. Et les Allemands voulaient la chasser. Elle dit non. Elle dit prenez la maison, mais je garde ma chambre. Elle a refusé. Ouais. Alors, elle est restée. Le soir, elle venait coucher quand même chez elle. Et ils étaient toujours présents. Mais enfin, il y avait beaucoup de bruit et de. Mais les Allemands ont accepté qu'elle garde sa chambre. Comment? Les Allemands ont accepté qu'elle garde sa chambre. Ils sont restés toute la guerre, là. Et ils l'ont autorisée à revenir la nuit, dormir. C'est ça? Ils l'ont autorisée à revenir la nuit dormir. Ah oui, oui, oui. Voilà. Juste, elle venait juste pour coucher. Et elle vivait la journée avec vous. Oui, mais elle leur a tenu tête, ce qui n'était pas très bien parce qu'elle aurait pu se faire tuer. Mais oui, bien sûr. Et le quotidien, donc vous faisiez vos classes, votre vie à l'école, normalement, il y avait une différence? Oui. Normalement? C'était normal. D'accord. Oui, oui. Les cours étaient normaux, oui. Et la vie au quotidien, la nourriture, comment ça se passait pendant l'occupation? Il fallait se débrouiller. Il fallait se débrouiller, aller dans les fermes pour avoir du beurre ou des œufs. Par exemple, on avait élevé un porc et une voisine a été à la mairie nous déclarer parce qu'on avait des tickets de rationnement. Alors on avait droit à un beefsteak, tant de beurre, tant de pain. Que vous alliez chercher où? Et elle a été à la mairie pour nous rationner les tickets de viande. Parce que Ce qui a été fait d'ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas le droit d'élever un porc? Non, mais la méchanceté des gens. D'accord. Ouais. Donc vous avez Chacun se débrouillait comme on pouvait. On faisait notre pain. On faisait notre pain dans le four. On mettait la casserole dans le four et on sortait du beau pain. Mais enfin, ça a été très dur, très dur. Oui, il n'y avait pas les supermarchés. Pour se Ah rendre bah non, compte, voilà, c'était pas les supermarchés comme aujourd'hui. Non, il y avait une petite coopérative. Voilà, une épicerie, une boulangerie, une boucherie, c'est tout. Et donc les tickets. Oui, c'était. C'était au nombre de personnes dans la famille? Oui, et suivant l'âge des personnes. Les tickets, oui. D'accord. Les J3, ce qu'on appelait les J3, c'était les adolescents, ils avaient droit à un peu plus. D'accord. En portion? En portion, en quantité, oui. C'était en grammes le pain, par exemple, puisque mes parents étaient boulangers. C'était 200 grammes de pain par personne. Pour combien de temps? Pour la journée. Pour la journée. D'accord. Ah oui, se rendre compte des quantités. Oui. Et comment l'armée allemande était présente sur le territoire? Moi, ils allaient venir partout. Voilà. Ils étaient partout chez eux. Ouais. Et est-ce qu'il y avait vous avez eu connaissance d'actes de résistance, de choses comme ça Moi, pas vraiment, non. Avec la voie ferrée qui est pas loin, est-ce qu'il y avait des choses de tenter? Peut-être, mais on n'était pas au Oui, courant, oui, hein. ça a été. Oui, oui. Les voies ont été mitraillées, il y a eu des hommes fusillés d'ailleurs, parce que les trains ont déraillé, les trains allemands ont déraillé. Oui. Et au niveau de la mine, est-ce qu'il y avait... parce que du coup, Saint-Martin, il y avait beaucoup à l'époque. Alors, on avait une mine De minerai de fer. de minerai de fer. Et elle a fermé dans les années 60. Mais du coup, il fallait continuer de la faire vivre pendant l'occupation, pendant la guerre. Donc, il y avait des hommes réquisitionnés, forcés, etc. Est-ce que vous avez des petites... Alors avec les avions qui bombardaient, on a été obligé de se cacher dans les mines, ce qui n'était pas du tout marrant parce que c'était très humide. Il y avait un ruisseau qui coulait à côté, on était sur de la paille. Ça, c'était après le débarquement? Oui, c'est après, oui. Alors, Juste après le débarquement. au moment du débarquement, le 6 juin, le débarquement a eu lieu le 6 juin sur la côte. Est-ce que vous le pressentiez, parce que ça faisait quand même plusieurs mois, années
Il y avait l'occupation. Est-ce que vous saviez que ça allait arriver? Il est sûr qu'on en parlait puisque nos écoles nous avaient été fermées sur la côte. Mais oui. Mais moi j'étais trop jeune pour me rendre compte, à 10 ans quand même, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Enfin, il en était question quand même, mais on ne savait pas où, personne ne savait où. Où et quand? Oui, ni où ni quand. Et la nuit du 6 juin, vous vous en souvenez? Ça, alors là, je vois encore le spectacle, c'était tout rouge sur Caen, sur Serre-Piquet, tout était en flammes. Et ils bombardaient, forcément, les Anglais ont bombardé en même temps, tout en débarquant. D'accord. Est-ce que vous avez des souvenirs, Marguerite? Il a fallu donner notre poste de radio et porter à la mairie. Mon père en avait 2, heureusement. Et il écoutait ça, et dans le fond de l'armoire, il mettait son poste de radio pour écouter les Anglais. Et on pressentait quand même que qu'ils allaient bientôt débarquer. Parce que la radio, elle ne disait pas clairement, c'était codé. Non, non, non. Non, mais ils avaient des mots de passe qu'on comprenait. D'accord. Donc vous saviez, vous pressentiez. Ouais, ça approchait. Donc le 6 juin, comme vous dites, le collecte, c'était tout rouge, les flammes, etc. Oui. On voyait très bien d'où j'étais là. C'est impossible. J'étais à l'étage et vraiment c'était impressionnant. C'était une nuit de bombardement. Ben oui, ah oui, oui. Donc les chars arrivent petit à petit, enfin l'armée. Pas ici directement. Voilà, ils ça a mis quelques jours. Ils ont dépassé très vite la côte, mais après ils ont été bloqués devant Caen assez longtemps. Parce qu'ils sont arrivés par la mer, donc, et ils ont passé très vite les villes côtières, oui. Mais après ils sont restés bloqués autour de Caen très longtemps. L'armée allemande s'est regroupée autour de Caen. Voilà, ils ont réagi. Ça a été très difficile de prendre Caen, donc il y a eu énormément de bombardements, c'est pourquoi tout était détruit partout. Et est-ce que vous êtes resté chez vous ou... Eh bien, vous vous êtes réfugiés, donc Marguerite, vous disiez dans les galeries, dans les oui, moi j'y suis allée aussi. On y allait la nuit seulement, parce qu'ils bombardaient surtout la nuit. D'accord. Donc on allait la nuit. C'était plein de puces. Ah oui, humide, comme vous disiez, oui. Et niveau pour se nourrir, ça se passait comment là, du coup? Je ne sais pas si mes parents, moi je suis dit à 10 ans, on ne rendait pas trop compte de ça. Mais on sortait dans la journée, on venait dans la maison dans la journée et on allait dormir sur la paille. D'accord. Est-ce qu'il y avait des souvenirs qu'on avait évoqués, les tranchées, juste avant de partir pendant l'exode? C'est-à-dire que mon père avait fait des tranchées pour justement aller dedans au moment des bombardements, mais on s'en est pas servi beaucoup parce qu'après on est descendu là. C'était plus sûr dans la mine que dans les tranchées. Est-ce qu'il y avait d'autres habitants qui faisaient ça? Ah ben je sais pas. Non. Alors chez vous, il y avait pas des tranchées creusées pour se réfugier? Non, on est allé directement sous la mine. Mes parents montaient au jour pour faire à manger. Et ma mère était en train de faire à manger un jour. Une bombe, un obus de marine est arrivé. Mon père dit vite, vite, allons dans le sous-sol. La maison faisait 1,50 m 5 minutes plus tard. Ils ont échappé à la mort de justesse. Donc ils ont été bombardés. Oui, c'était des obus de marine parce que c'était un cuirassé anglais qui était à Ouistreham et qui bombardait ici sur toute la région aussi. Bah, pour faire évacuer les Allemands, mais voilà, c'était pour les faire partir. Hein, voilà, mais sauf que tout le monde était mélangé. Ben, voilà, on pouvait pas du ciel, on ne pouvait pas différencier les Français, les Allemands. Ce qui se passe dans toutes les guerres, même dans les civils, tout comme on m'avait raconté pendant l'exode, donc après le débarquement, vous vous réfugiez dans les galeries de mines, sauf que les Allemands approchent, jour après jour ils se rapprochent, et le 14 juillet, c'est là où ils font évacuer les dernières personnes, dont votre famille. Mon père était le dernier à sortir, avec le fusil dans le dos. Il n'y avait plus personne. C'était bien pour eux parce qu'ils pouvaient aller d'un côté et de l'autre voir l'ennemi. Donc tous les Martifontins, enfin toute la population a commencé à partir. Oui. Et partir où? Nous, on est partis dans le Loir-et-Cher.
qui était très loin, on n'aurait jamais dû aller si loin. Parce que vous aviez de la famille là-bas ou comment? Non. Au hasard? Au hasard. Oui, on partait à l'aventure, comme ça, sans savoir où. Oui, à nu. Et vous avez emmené Ah ben, oui, parce que mon père avait, dans une propriété qu'on avait plus loin, il avait un petit cheval et une petite, qu'on appelait une charrette. Et donc mes parents avaient mis, ah ben oui, voilà. Justement, à cette époque-là, il y avait très très peu d'appareils photo, mais... Et on n'avait plus de voiture parce que les Allemands avaient interdit de... Mes parents avaient une voiture en 40, mais c'était interdit de s'en servir. Il n'y avait que les médecins, les mères, enfin des personnes importantes qui avaient vraiment besoin d'une voiture. Les autres ne devaient pas se servir de la voiture. Donc on est parti avec ce cheval et cette charrette pleine de... Donc voilà, la famille de Colette est partie avec la charrette, le cheval, le strict minimum, une casserole. Et c'est moi. De quoi? On voit quoi? La famille de Colette. Ah, moi. C'est moi. C'est vous, la là. famille de Colette. Là où la lumière mon doigt, c'est Colette. Allez, Je vois pas très bien. Ben non, mais de loin, c'est... Et Et, la faire passer. Ouais, on va la faire passer après. Vous m'aviez expliqué une chose que je ne savais pas. Là, il y a une autre photo, pareil, avec votre famille. Et il y a un drapeau français et un drapeau blanc. Vous pouvez nous expliquer Ça, je ne le savais pas. C'est un jour que je présentais cette photo à quelqu'un. Elle me dit, mais c'est drôle, vous aviez un drapeau français alors que les Allemands les avaient réquisitionnés dès en arrivant dans les années 40. Eh ben, je pense que mon père l'avait caché puis qu'il est ressorti à ce moment-là. Ça me fait ça. Votre papa avait fait la première... Ah oui, il avait fait à la guerre 40. À la guerre 14. Donc il avait... quand vous êtes parti en exode, pour avoir échangé avec plusieurs témoins, il fallait mieux prendre les petites routes, les routes principales. C'est ce qu'on a toujours fait. On n'a jamais pris les grands axes parce que les Allemands ils mitraillaient les grandes routes et c'était très, très facile pour eux de mitrailler tout un alignement de réfugiés comme ça. Que dans les petits chemins, les petits villages, ils s'en sortaient mieux. Et vous êtes parti dans quelle direction? Vers Saint-Sylvain d'abord, première étape chez mon oncle et ma tante qui sont avec nous. Et après, finalement, on n'a été que jusqu'à C. Que je m'excuse par le mal, parce qu'on m'a arraché une dent. Et le drapeau blanc, alors pareil, c'est M. Mottier qui m'avait expliqué, en fait, les frappes, les alliés, on va dire, essayaient de libérer le territoire. Le drapeau blanc, c'était le drapeau des réfugiés. Bah oui. Et les Allemands le mettaient Le mettaient aussi, alors qu'il pour éviter d'être mitraillés. On a même vu, ils mettaient même des d'être croix rouges. mitraillés. Ils mettaient même des croix rouges sur leur véhicule. Tu veux dire? Bah, la croix rouge, c'est Ah, oui, bien sûr. Oui, donc vous voyez, oui. la croix rouge, pour soigner les blessés. D'accord. Et vous Alors, avez à marché. Putange, on a été mitraillés. J'ai perdu des copines d'école sous mes yeux. Ça n'est jamais parti. Ça reste gravé toute la vie. On en a relevé 8 morts. C'était affreux. Je venais de parler à ma camarade d'école. C'était affreux. Ne voyez jamais ça, mes enfants. C'est terrible. Et ça, donc vous êtes parti pendant plusieurs semaines, mois, vous avez marché. Jusque fin août, je pense. Et assez, c'est l'armée Leclerc qui est remontée sur Paris qui nous a libérés. D'accord. Donc on est dans un village auprès de C, dans l'Orne. Saint-Martin a été libéré début août, vers le 1er août, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, j'ai regardé les dates. J'ai regardé moi, vers le 1er août. Et au niveau de... Qu'est-ce qui a sonné la libération de Saint-Martin? C'est la libération du hameau de Verrières, si je ne me trompe pas. Non? Ça s'est beaucoup battu dans le clocher. Ah ben oui, oui. Ah oui, ici à Saint-Martin, voilà, devant chez ma grand-mère, ils étaient... Donc, je ne sais pas si vous voyez la petite chapelle qu'il y a au hameau de Verrières. Alors, c'est à l'extrémité de Saint-Martin. Il y a une petite chapelle, une petite église. Beaucoup de gens de Saint-Martin. Non, voilà. Beaucoup ne connaissent pas.
Et là, C'est à 3 km de Saint-Martin. C'est une toute petite église Oui, non oui. avec une mare à côté. Ah oui. Donc là, c'est pour vous deux, là où c'est assez surprenant pour vous situer, c'est par rapport au niveau de la mer, donc sur la côte, c'est 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. On ne se rend pas compte. Mais du coup, c'était très compliqué pour... Les Anglais ont eu beaucoup de mal à faire partir les Allemands de cet endroit-là, parce que du fait que c'est surélevé, ils avaient enterré leur temps, et tous les régiments qui arrivaient, il y a eu des Anglais, des Voilà. Ils les Canadiens. voyaient, vu qu'ils étaient plus hauts, ils les voyaient arriver. Ils les mitraillaient, quoi. Ils ont eu beaucoup de mal à prendre le Verrières. Donc stratégiquement, il fallait libérer absolument Verrières. Oui, parce qu'après, ça a été plus facile pour eux. Mais c'était tellement enterré là du fait que c'était un point culminant, ils dominaient toute la plaine et tous les régiments qui arrivaient, ils les mitraillaient. Et donc Verrières, cette butte, ce hameau, a été pris et repris. En principe, 6, 7 ou 8 fois, je ne sais pas exactement. Les Anglais prenaient ou les Canadiens, les Allemands revenaient et vivaient. Il y a eu beaucoup de morts, de Canadiens. Il y a une anecdote sur un soldat canadien, son nom, la foule, non, c'est ça. Il y a une anecdote, il y a une rue de Saint-Martin qui a son nom et il y a sa photo à la chapelle. Un soldat canadien qui voulait partir combattre et qui a menti sur son âge. Il a été tué donc dans la plaine de Verrières. Et en fait, il avait menti sur son âge, il avait 16 ans. Voilà. 18 ans. Il n'avait, normalement, pour s'engager, il fallait avoir 18 ans et lui a fait croire. Il avait en réalité 16 ans et il a été... Il voulait aller se battre. Et donc, il a été tué. Voilà. Mais oui, c'est le plus jeune d'ailleurs. Et ben, au combat, on va dire. C'est ça qu'on pourrait montrer maintenant. Allez, La fameuse la plaine de Verrières. on va faire les petites questions après on finit. J'ai trouvé ça un jour dans un livre sur la guerre de Verrières. Où est-ce que c'est? Voilà. Ah oui. Savez-vous ce que c'est comme photo? Avez-vous une idée? C'est la plaine entre Saint-Martin et Verrières, donc il y a 2 km de Saint-Martin. C'est les champs. Voilà, les plaines, les champs. C'est toute la plaine, les champs. Vous voyez tous les petits points blancs, c'est tous les trous d'obus et de bombes. Voilà. Vous vous rendez compte? Ça, c'est toutes des bombes. Oui. C'est inimaginable. C'est très dur dans... Vous voyez ici? Verrières est là d'ailleurs. Les maisons là. Et vous voyez toute la plaine qui prouve qu'ils se sont battus très dur. Voilà. Donc Saint-Martin a été libéré début août et vous, vous êtes revenu sur la commune Je pense en septembre. septembre. On va dire les dates. Et Marguerite. À la Toussaint. Beaucoup trop tard. Parce qu'on a été volés. Ah d'accord. Qui est resté là à la maison, Ah bah oui, on a été volés. beaucoup de jeunes. On a été trop loin. Ah, donc il fallait du temps pour revenir. Et revenir comment? Alors comment? Mon père avait réparé une voiture, comme il avait pu. Mais on est revenu beaucoup trop tard, là, tout ça, vous vous rendez compte, depuis le mois de juillet. Saint-Martin a été détruit à quelle hauteur à peu près? Je ne sais pas exactement, au moins 80%, non? On disait 90, je sais Ah pas. oui, c'est beau. Ouais. 90% des maisons de la commune ont été détruites Complètement rasé, hein. par les bombardements. J'ai eu la chance de ne pas être 100%. Vous voyez ce genre de... Ah bah oui. C'est comme ça, Saint-Martin. C'est des bâtiments d'une ferme, ça de Verrières. Ah oui, c'est des bâtiments. De fermes. Et alors il y a une photo assez surprenante également quand vous êtes revenu. C'est fou, On hein. voit l'état du Maintenant. maintenant, on voit pas. Et il y a eu beaucoup de blessés d'ailleurs dans les agriculteurs. Quand ils ont voulu commencer à recultiver leur terre, il y avait des obus, ben oui, et des obus, des grenades qui explosaient. On va écouter Marguerite qui a quelque chose à nous dire. Oui, ce qui m'est arrivé. On était à Putange.
Et dans l'Orne. On a été mitraillés, on a eu un combat d'avion. Il est tombé 3 avions. On a été mitraillés sur la route. J'étais en vélo. Tout d'un coup, une bombe tombe à 10 mètres. J'étais pourtant montée sur le vélo. J'ai été éjectée à gauche dans le bas-côté de la route. Sur le côté gauche, eh bien. Voilà. Je n'ai pas été blessée. La puissance de la bombe. Oui, le souffle de la bombe m'a approché à gauche. Je n'ai pas été blessée. Je suis une rescapée, Ah oui. comme on dit. Et le bruit devait être, c'était impressionnant. Là, ça fait drôle. Ça, c'est pas très grand comme photo, mais vous voyez la destruction là. Vous voyez les tas de cailloux. Quand on l'a vécu, on a tout plein de ma d'anecdotes. grand-mère qui était devant l'église. Donc vous êtes revenu septembre, C'était que octobre. des tas de cailloux. Saint-Martin était détruit à 90%. Ça a mis combien? Comment ça s'est... À votre retour, comment ça s'est passé? Bien, moi, j'ai pas eu beaucoup de connaissances sur la région aussi, parce que nous sommes repartis Oui. à Saint-Aubin. Mes parents habitaient Saint-Aubin. Il y avait moins de dégâts. Ah bah oui, il y avait pas de dégâts. Ouais. Il faut qu'ils soient vite Il y a eu placés. quelques maisons, mais c'était très peu. Et comme les maisons étaient inhabitables, Il fallait réparer des portes. Il fallait couvrir avec des tôles. Ce qui était le plus pressé. Mais c'était difficile. Il n'y avait pas de matériel. Donc j'entendais beaucoup le mot les baraquements pendant plusieurs années. Ah On oui, a... ça a été long. Les gens les ont attendus vraiment. C'est quoi un baraquement? Des maisons en bois. On appelait ça le village nègre. Oui, non, mais aujourd'hui on a entendu Oui. Non, parce que c'était C'était des une maisons en baraque bois. en bois. temporaire. C'était l'État qui fournissait ça. Oh, mais ça a duré des années. Une dizaine d'années avant de pouvoir... Mais elles ont été, ça venait de Suède. Et c'était très très long à être livré. Bah, même toute la ville de Caen, tous les magasins de Caen étaient dans des baraques. Oui. C'était toute la place de la République. C'était vite fait les courses parce que tous les magasins principaux de Caen se trouvaient là. On faisait tout le tour de la place de la République et on avait fait Pour l'anecdote de la chapelle de Verrières, donc Saint-Martin détruit à 90%. Pour l'anecdote, c'est Colette qui a participé à la reconstruction de la chapelle actuelle. Vous avez à partir de quelle année ça déjà? La reconstruction dans les années 60, non? oui, à peu près. Dans les années 60. Et j'avais eu une anecdote de Monsieur Romeuf il y a quelques années, la rue du Fossu. Donc quand les Allemands sont partis, ils ont tout laissé sur place, les chars, etc. Et il y avait un char qui était resté rue du Fossu. Oui, Et rue du Fossu, elle est comme ça. comme elle est très encaissée. Et j'ai il y a joué des grands dedans. talus. Voilà, vous faites partie des enfants qui ont J'ai joué retrouvé- dans ce char. Et il y avait encore des obus, il y avait encore de... Vous n'aviez pas conscience. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de blessés. On était jeunes. Les enfants jouaient avec des On ne se rendait grenades. pas compte. C'est ça, il y avait des... En revenant de l'école, on passait dans ce chemin. C'était tentant. Je crois que tous les enfants en auraient fait autant. Ah bah oui, ils ont été nombreux, je crois, oui, parce que j'ai entendu. Enfin, il n'est arrivé rien. Oui. Mais du coup, il y avait tous ces... les mines, qui restaient, Et tout ce qu'on trouvait, tout ce que mon mari trouvait en cultivant, parce que nous étions Dans les champs. agriculteurs. Donc dès qu'il trouvait quelque chose, il le ramenait à la ferme et on faisait venir le déminage et on portait ça régulièrement. À l'heure actuelle, on trouve encore des débris, des éclats d'obus. Quand j'ai quelqu'un, un agriculteur, monsieur Ça Nedelec. remonte avec Ouais. le temps. Monsieur Nedelec, il y a 4-5 ans de ça, m'avait retrouvé encore des éclats d'obus avec la terre, ça remonte encore. Et un jour, on avait des gens qui venaient ramasser des pommes de terre et puis les personnes venaient avec leurs enfants. Et un jour, il en voit un qui... Il avait mis une grenade qu'il avait trouvée, mon mari, dans un coin de la ferme, toujours pour faire venir le déminage. Et un de ses enfants l'a trouvé. Tout d'un coup, le soir, il dit, juste la grenade n'est plus là, quelqu'un l'a pris. Et il a pensé aux familles qui étaient venues ramasser pommes de terre. Il est allé chez, je ne sais plus quelle famille, mais enfin. Alors il demande aux parents, mais pensez-vous votre enfant a pu ramasser une grenade chez moi parce que c'est dangereux?
Et en effet, il l'avait ramassée, il l'avait briquée, il l'avait mise toute brillante, et il l'avait mise dans une cage à lapin. Sans se rendre Sans se rendre compte. Alors il l'a vite prise, il l'a ramenée à la maison, mais il aurait pu. Et même votre mari, oui. Même lui, on l'a manipulé. Là, j'ai retrouvé une photo, vous voyez. Un enfant, c'est qui? C'est pour vous? C'est moi, ça. Ah bah voilà, sur le chat. Alors là, c'est dans l'herbage. Le fameux chat. Celui. C'est pas celui de la rue du Ben Fossu. non, je pense C'est un pas. autre. C'est un autre. Celui de la rue du Fossu, Non, il est parce resté que longtemps. Il hein. est resté longtemps parce que le canon Était enfoncé. piqué dans le talus. Et de ce que j'ai su, ils ont dû le découper, pour le faire évacuer. Est-ce qu'il y a d'autres petits... Est-ce qu'avant qu'on passe aux questions, il y a de... Collet, est-ce qu'il y a... avant qu'on passe aux questions, est-ce qu'il y a une ou deux petites choses que vous souhaitiez rajouter? Là, non, je vois pas. Au fur et à mesure, Quoi, parce que oui. J'ai pas très bien compris avec la grenade et j'ai pas très bien entendu. il avait emporté une grenade que mon mari avait mise de côté, qu'il avait trouvée dans la plaine, en cultivant les terres. Et on les mettait toujours de côté pour faire venir le déminage. Le déminage, c'est un service qui s'occupe de ramasser tous les explosifs qui sont dangereux. Et puis le soir, il se rend compte que cette grenade était partie. Donc il a pensé aux familles qui étaient venues ramasser les pommes de terre chez nous. Et il a fait plusieurs familles, et entre autres, il a trouvé une personne qui dit « Ah oui, en effet, mon fils, j'ai vu qu'il avait rapporté quelque chose. » Ils ont demandé au petit garçon, et en effet, il l'avait bien astiqué, bien brillé, brillé pour qu'elle brille, bien astiqué. Elle aurait pu lui exploser en pleine figure. C'était très frotté très fort, oui. Et donc, mon mari l'a ramené à la maison, lui-même aurait pu aussi. Parce qu'elle Elle était encore Elle était voilà, opérationnelle, entre guillemets. et du coup, comment. En plus, il est Elle n'a jamais explosé, toujours on faisait venir les déminages. Et ce service-là, les démineurs, ils emportent ça dans un endroit où ils les font exploser, je pense. Oui. On entend encore des fois à la télé, dans la mer, ils trouvent encore des obus. Voilà. Ils ont trouvé des petits obus. Est-ce que les chats, tu leur sers ça? Oh non, Ah, ça parce dépend. que ceux qui sont restés là, c'est parce qu'ils avaient été bombardés, ils sont restés sur place. Il y en avait plein partout dans la plaine, partout, tout. On va passer non, ça a été question. enlevé. Il y en a Alors là, beaucoup. ce sont ces railleurs qui ont découpé les charges Je vous laisse faire question. et qui ont porté ça, qui étaient refondus, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Savannah, tu poses bien fort ta question. Comment avez-vous réagi à l'annonce de la guerre? Ah, moi, tu sais, j'avais 10 ans, alors je ne saurais pas. Non, je ne saurais pas répondre. Comment avez-vous réagi à l'annonce de la guerre? Alors, l'annonce de la guerre, tout d'un coup, on entend le tocsin. Alors, C'est quoi le tocsin, c'est une cloche, c'est spécial, c'est strident, c'est affreux. Je ne sais pas si ça venait du clocher. Non, c'était des cloches, des églises. Alors, mon père dit, oh là là, c'est la guerre. D'accord. Vous vous rendiez compte quand il a dit ça? Ah non, non, on n'avait jamais vu la guerre. Hein. Alors moi, je me souviens quand ils sont arrivés à Saint-Aubin, par contre, c'était très tôt le matin, et j'étais encore couchée, et j'entends, ils chantaient tous les Allemands le chant Ali Allo. Ali Allo, ils chantaient très fort, et avec leurs bottes. La commandature à côté, je vous assure, oui. Ça faisait un bruit, ça... et mon père était fou furieux, lui qui avait fait Verdun pour empêcher les Allemands de venir en France, et puis il dit, ça y est, ils sont là. Il était complètement... Je me souviens que de ça. Kelly. Étiez-vous stressé quand les Allemands étaient à Saint-Martin? Stressé. Oh ben on avait peur, oui, parce que ça bombardait, il y avait quand même des bombes. Il y avait aussi des batailles d'avions aussi au-dessus, je me souviens une fois, au-dessus de la maison de ma grand-mère intérieure, c'est des avions qui se battent et ils se mitraillaient entre eux. Donc c'était du bruit constamment. Bah souvent, oui, quand même. La nuit du débarquement, oui. Oui, Le ciel était noir d'avions. moi, il était rouge par la fois. Quand écarpiqué, oui, très bien écarpiqué. Tom,
comment vos professeurs vous parlaient de la guerre? Oh, on n'en parlait pas, mais quoi, non. Comment vos professeurs vous parlaient de la guerre? Non, on n'en parlait pas. Parlez pas. Oh, non. Il y avait eu la Première Guerre. Est-ce que vous saviez qu'il y avait eu la Première Guerre mondiale? Oui, parce que mon père l'avait fait. Avez-vous eu des décès dans votre famille pendant la guerre? Non. Non. Qu'avez-vous ressenti à la fin de la guerre? Ben, oui, on était contents, mais vous voyez, 10 ans, c'est pas qu'on on se rend compte quand même, mais bon, c'est pas comme quand on est plus âgé, il me semble. On a eu une jeunesse gâchée. J'avais 14 ans et après c'est la reconstruction, il faut se faire un métier. On a eu une jeunesse gâchée. Avez-vous travaillé pendant votre enfance dans les champs et les usines? Non. Avez-vous travaillé pendant votre enfance dans les champs et les usines? Ouais. Non, ben moi, 10 ans, non. J'étais chez mes parents qui étaient boulangers, j'ai fait un peu d'études et... Non. On allait chercher de l'herbe pour les lapins, Ah oui, ça me c'est tout. On n'a pas travaillé, non. On enlevait des doryphores sur les pommes de terre. Ah oui, à l'école. Oui, les À l'école? Oui, c'était les écoles, les instituteurs qui nous emmenaient. La maîtresse nous disait, allez, on va tirer des orifices dans les champs. C'était des insectes qui mangeaient les feuilles des pommes de terre. Et il fallait, comme il n'y avait pas de traitement à cette époque-là, on les enlevait à la main, on les mettait dans les petites C'est boîtes. ça. Oui, ça me C'est revient. ça. Amélie, Avez-vous été blessé pendant la guerre? Avez-vous été blessé pendant la guerre? Non. Bah, quand vous avez été propulsé. Non, non, j'ai été protégée. Non. Voilà. Je peux dire que j'ai été protégée. Logan, Juliette. C'est une question un petit peu longue. Votre père est-il allé à la guerre? 39-45. La deuxième guerre. Non, Non. il a fait la guerre 14, mais pas la guerre 40. Non plus. Est-ce que votre papa a fait la Seconde Guerre mondiale en tant que soldat? Non, je peux vous dire une anecdote qui est arrivée à la maison. Mon père est parti la veille du débarquement. Il était réquisitionné à la mine. Il était chef. Il était réquisitionné à la mine pour aller chercher des pneus en Bretagne, réquisitionné par les Allemands. Le débarquement arrive, son camion a été mitraillé sur la route. Il s'en est échappé. Il est allé dans le fossé, le camion a brûlé. Et puis il est arrivé à un sidecar allemand avec un berger allemand. Mon père l'a arrêté. Il dit, je vais à Caen, mon père. Alors l'Allemand lui dit, ben moi aussi. Alors il a pris le berger allemand sur ses genoux et ils sont arrivés à Saint-Martin. C'est le cas, Il a eu une c'est chance moto inouïe. avec un siège à côté. Ah oui. Ah oui. Alors, il a échappé au mitraillage. Et ouais, il a eu une chance inouïe aussi. Ah, ce sont des anecdotes. Oui, toi? C'est quoi votre souvenir le plus marquant de la Seconde Guerre mondiale? On était très mal accueillis dans l'Orne. Alors ça m'est resté là. Pendant des années, à chaque fois qu'on partait vers l'Orne pour un voyage ou quoi, j'avais envie de retourner dans la ferme. On a été si mal accueillis. C'était de la... Mais vraiment mal accueillis. des gens que vous connaissiez? Ah ben non, on arrivait comme ça. D'accord. À 50 km du front, on nous demandait pourquoi vous avez quitté vos maisons. Et ils prenaient pour des romanichels, on disait à l'époque. Parce que vous étiez des réfugiés, Oui, en mais fait. pourtant il y en avait des quantités, il faut bien se rendre compte des noms. Quand on voit comment c'est tout dans le monde entier à la zone actuellement, et qu'à cette époque-là, à 50, à Argentan, c'est tout.
Donc c'est le mauvais accueil. Et ils ne voulaient même pas nous vendre une volaille. On est parti sans nourriture. Mon père voulait leur acheter une volaille, il ne voulait même pas nous la vendre. Sur la route, on nous a refusé de l'eau. Ah oui, mais dans l'eau, on était affreux. Est-ce que vous avez un souvenir marquant de la Seconde Guerre mondiale, de cette époque? Quelque chose de marquant. Oui, quelle demande? Un souvenir en particulier? Et tu sais, il m'est arrivé beaucoup de choses. Hein. Et qui c'est qui demande? Toi? Il m'est arrivé beaucoup de choses. Hein. Déjà le vélo. Et puis tu sais, toute la guerre qu'on a passée, c'est toujours resté gravé. Ben oui. Ça s'est jamais atténué. Tu y penses toute ta vie. Et les gens On a beaucoup souffert et... Je trouve ça drôle que je me souvienne encore aussi que 10 ans, c'est quand même Vous jeune. avez des souvenirs précis? Je ne me souviens pas des choses vraiment de la politique et tout ça, mais je me souviens de certaines anecdotes comme ça. Et là, et les endroits où on a été, je les vois encore. Une fois, on a eu des avions qui nous ont quittés. On venait d'arriver, c'était un peu plus loin, on venait d'arriver à un endroit, donc on avait demandé dans la ferme pour pouvoir aller. On allait dans les hangars, on dormait dans les hangars. Hein. Les gens nous attendaient pour jouer. Et puis, donc mon père et mon oncle avaient mis leurs 2 petits poneys là sur des chevaux, des petits poneys, des petits chevaux. Sous le. Non, la charrette avec elle, et puis nous, les femmes et ma mère, ma tante, et sous un hangar pour qu'on s'installe pour la nuit. Et ils en allaient plus loin, mettre le cheval dans l'herbage. Et vous ne restiez pas dans les endroits, vous avez on changeait tous les 3-4 jours. 8 jours, ça dépendait. Et pour vous alimenter? Il y avait des centres d'accueil. J'ai retrouvé un petit calepin de ma mère où elle raconte. J'aurais dû l'apporter. Mais c'est pas complet. Je sais pas, elle l'a démarré. Au bout de quelques jours, elle l'a arrêté avant la fin. Mais bon, il y avait des centres d'accueil où on pouvait avoir du pain quand même. Vous m'avez parlé là, avec la grande marmite, la soupe. Ce qu'on faisait dans les herbages, mon père allait trouver les dames qui treillaient les vaches, parce que maintenant on voit les vaches dans des grandes usines plus ou moins. Autrefois, les gens treillaient les vaches dans les herbages, parce que c'était les femmes souvent. Et alors il allait les trouver et il leur achetait du lait. Et avec le pain qu'on avait au centre d'accueil, ma mère faisait de la soupe au lait. Je ne sais pas si vous connaissez comme la repas soupe au lait, mais j'avais pas d'horreur. Ça vous a marqué. Mais sur la route, quand on a évacué, on avait faim. Le soir, on arrêtait dans un centre d'accueil. On couchait sur le foin, sur la paille. Et on n'avait pas grand-chose à manger. On a eu faim. Oui, La sensation de faim. Les gens ne voulaient même pas nous vendre une volaille. Quel sentiment avez-vous quand vous en parlez maintenant? Quel sentiment avez-vous quand vous en reparlez maintenant? Ça s'estompe quand même. Hein, tu sais, ça s'est jamais effacé chez moi. ouais, je dois dire que J'y repense toujours parce qu'on a vu beaucoup de morts, on a vu beaucoup de misère, on a eu faim. Ça ne peut pas s'effacer. moi un peu moins quand même. J'y pense, mais quand même pas d'une façon trop... Oui, ben nous, on a eu le malheur de voir beaucoup de morts, beaucoup... Je vais savoir. Est-ce que les francs, ils vous servaient avant? Les quoi? Pendant la guerre, les francs, ils vous servaient? La monnaie, Oui. l'argent? Ah oui, c'était des francs. Oui, c'était... Oui, mais... Non, c'était les sous. Ah, il y avait des sous aussi. C'était les sous. Oui, les mais sous percés. Est-ce que vous servez pour acheter des trucs, pour... Ah ben oui, si on voulait acheter quelque chose, oui. Oui, parce que sur la route, on n'avait pas beaucoup à manger. Mais c'était pas des tickets à vous, du coup? Oh, bah, une fois le débarquement arrivé, non, tout ça ne marchait plus. Là, on allait de ville en ville, alors... Et puis on allait beaucoup dans les centres d'accueil, ils nous donnaient quand même... Ben, c'était surtout du pain. Et les gens achetaient beaucoup au marché noir. Ah oui. C'est quoi le marché noir? Le marché noir, c'est si on voulait du beurre, on le payait le double, par exemple.
C'était un marché noir et les gens faisaient beaucoup de marché noir. Ils en profitaient un peu. Ils en ont profité. Ah oui. Ressentez-vous encore de la haine envers les Allemands? Ressentez-vous encore de la haine envers les Allemands? Non, parce qu'on a fait un jumelage, on était là. Non, on a fait un jumelage, bon... dont on fêtera les 30 ans. Il y a quand même la haine au fond de ce cœur. Il y a quand même la haine. On a été malheureux. Je pense que les gens qui ont perdu quelqu'un sont sans doute plus marqués que moi. Moi, j'ai pas aucun décès dans ma famille. Non, parce qu'il faut se dire aussi que les Allemands actuellement, ils sont responsables de rien. Ils sont d'entraide. Et encore pas tous. Aussi, c'est dommage. Ils n'étaient pas tous mauvais. On ne peut pas vivre la haine toute sa vie. Ben non, c'est pas possible. Qu'avez-vous fait pendant que les hommes étaient au combat? Qu'avez-vous fait pendant que les hommes étaient au combat? Voilà, quels sont les chocolats? Je crois que vous avez passé votre certificat d'études juste avant le... La veille du débarquement. J'ai passé mon certificat d'études. C'était à Bourguébu. La veille. J'ai eu beaucoup de chance. Le 5. C'était le 5. Qui s'est bien la plus? Avez-vous repris l'école après la guerre? À quel moment on a repris l'école après la guerre? Ah oui, aussitôt, il me semble. Oh, assez vite. Ah oui, aussitôt. Le temps qu'ils réparent les toits, qu'ils mettent des tôles sur les toits, des portes, Voilà. ça a été assez vite. Hein. Ça a été assez vite. Parce que les enfants étaient... Ils ne savaient pas quoi faire. Quoi. Les adultes Quand la guerre en Ukraine, vous avez ressenti quoi quand la guerre... Pas plus fort. Quand la guerre en Ukraine a été là, vous avez ressenti quoi? Ah bah oui, moi ça me... Ah bah, Colette, vous en parlez souvent. Ah oui, J'ai ça pas me vu les enfants. dit quand même, ça Quand recommence. la guerre en Ukraine a été déclarée, ça vous a fait quoi? Ah bah si, moi ça m'a fait quelque chose. Eh bien, ça a fait Ça recommence. un électrochoc. On l'a vécu. Ben oui, oui. On l'a vécu et On le ressent plus que les autres femmes qui n'ont pas vécu. on veut le voir. On veut le regarder malgré tout. Oui. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. C'est exactement ce que je me dis. En plus, je veux dire que les gens qui souffrent vraiment. Et ben voilà. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui m'a parlé ces jours-ci. Il me dit, oh, je voulais parler de la guerre avec mon fils. Il a Il m'a fallu... dit, je ne suis pas concernée. Ah là, c'est fou hein, de parler comme ça. Il a fallu combien de temps pour tout reconstruire? Pour que Pour reconstruire, combien de temps? C'est longtemps. Hein. Une dizaine d'années. Hein. Oh oui, au moins Une dizaine d'années. Oh oui, oui. en 52 ou 53. Il y avait, vous m'aviez raconté, des dommages de guerre. Oui. C'est quoi? Eh bien, c'est l'argent. C'est l'État qui a redonné de l'argent pour reconstruire les maisons. Donc, c'était des dommages qui étaient évalués suivant la maison que l'on avait pour avoir l'argent pour la refaire. Ça s'appelait des dommages de guerre. Suivant la démolition de la maison, Oui, suivant l'État. il y avait tant. C'était évalué et on avait la somme pour reconstruire. Et tu sais, dans ma maison, j'ai couché dans le sous-sol pendant très longtemps. Parce qu'il y avait tout un pan de la salle de pierre de taille qui était tombé. Alors il y a eu beaucoup de reconstruction et on couchait dans le sous-sol, on mangeait dans le sous-sol, on campait. C'était du camping. Non. Et vos copines, vous les avez vues mourir devant vous? Comment? Votre amie, vous l'avez vu mourir devant vous? Votre amie, vous parliez tout à l'heure? Oui. Elle ouvrait la bouche, elle finissait. Oui. Elle a été tuée sur le pied.
Et 8 comme elle. Et les gens d'ici. C'est ça qui est terrible. Vas-y, elle t'a donné la parole. Je pense que c'est une question, mais un peu pas trop question. Vu que vous étiez plus petite que Marguerite, est-ce que c'est pour ça que ça vous a un peu moins affecté que vous en rendiez moins compte, donc c'est pour ça? Je crois que c'est l'âge qui fait la différence entre vous et moi. 14 ans, c'est déjà, on a plus conscience de... Vous étiez plus grand. J'étais quand même jeune, 10 ans, c'est vraiment jeune quand même. Je ne me rends pas compte de tout. Il y a des choses qui m'ont frappé, mais pas tout. Et puis c'est pas toujours tout évalué. Mais ça ne s'efface pas. Liane. Ça vous suit toute la vie. Et ça revient avec la guerre actuelle. En plus, l'Ukraine, c'est exactement ce qu'on a vécu. Et à part à nous, que là, c'est un peu un interview, ça vous dérange d'en parler dans la vie quotidienne de la guerre qu'il y a eu? Et de la guerre d'Ukraine? Ah ben, ouais, un peu quand même. C'est dérangeant de voir que la guerre recommence en Europe. Est-ce que vous avez mis du temps avant d'en reparler après la guerre? Ou pas? Non, c'est vrai qu'après, non, la vie, il me semble que la vie... Enfin, moi, je me trouvais à Saint-Thomas, c'était pas en plein dans la reconstruction non plus, parce que là-bas, c'était très peu détruit. Alors moi, j'ai une question pour Marguerite. Pourquoi vous acceptez de venir parler auprès d'enfants de cette guerre? Pourquoi vous faites cette démarche de venir en parler aux enfants? Pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on a vécu en 1944. Et que c'est bon que tout le monde... Parce qu'après nous, il n'y a plus de traces, quoi. Voilà, À part peut-être... Que tout le monde sache que c'est que la guerre. Et on a tellement été malheureux que je pense que c'est utile que les jeunes sachent. Oui, et d'autant plus depuis cette réflexion d'un monsieur qui a quand même dans les 30 à 40 ans, qui a dit à son père, je ne suis pas concernée, mais moi dans le reste, c'est... Ouais, ça fait peur. Hein. Ah ben oui, ça fait peur. Je sais pas trop comment formuler ma question, mais il reste que vous qui ont... Il n'y a que vous qui ont connu la guerre dans le Saint-Martin? Oh non, il y en a encore quelques-uns. Ouais. Monsieur Mottier. Ceux qui ont connu la guerre à Saint-Martin, vous en connaissez mieux que moi. Madame Beauvais, Ah oui? Monsieur Gauthier, il a pris beaucoup. On les compte sur les doigts. Ah oui. À Saint-Martin. Moi j'ai une amie à Saint-Aubin aussi, elle est très très marquée parce qu'on se téléphone de temps en temps et de voir que la guerre recommence comme ça. Parce qu'il y avait aussi mon arrière-grand-père, André Grard, qui je suis. Ah bon, vous connaissez la petite Lola. Mon arrière-grand-père, André Grard. C'est la petite fille, arrière-petite-fille de André Grard. C'est Lola. Ah, c'est Lola. Je ne savais pas connu en plus. Et son Oui. arrière-grand-père a participé à l'écriture d'un livre sur la commune pour expliquer tout ça aussi. Il a eu le temps de faire ce livre, oui. Et c'est précieux, c'est bien. Oui. Et vous voyez, Marguerite aussi, elle a conservé pas mal de journaux qui retracent. On pourra les montrer après. Ça, c'est les journaux d'après le débarquement. Ah oui. Je vais garder. Est-ce que ça vous dérange de nous raconter ça? Ça vous rend triste ou quelque chose de parler Oh, ça m'émotionne un petit peu, oui. Ça vous fait quoi de leur en parler aujourd'hui? Je ne vais pas dire que je suis fière, mais je suis contente de leur transmettre. Ah oui, aussi. Pouviez-vous
communiquer par courrier. Ah oui, oui, le courrier marchait. Hein. Pendant la guerre, le courrier marchait. Ah oui, ah oui. Voilà. Eloa, C'est pas une question, mais c'est le père de mon arrière-grand-père. Il a intercepté les courriers allemands et il est brûlé. d'accord. C'est de la résistance. C'est un résistant. Oui. C'était Gilles. Là-bas et là. Vas-y. C'est quoi d'être réfugié? Ça fait quoi d'être réfugié? Ça fait quoi d'être réfugié? C'est triste Bah oui. d'être réfugié. On est réduit à pas grand-chose. On roulait en On bicyclette. n'a rien, on n'a plus rien. On a fait toute l'exode en bicyclette. On se cache pour ne pas être tué. C'est triste. Et non, c'est la dernière. Noam. Après la guerre, est-ce que vous avez un soulagement On l'a déjà dit. Bah oui, oui, c'est sûr. Mais... Moi, j'ai moins vécu puisque je suis rentrée chez moi à Saint-Aubin et on a repris une vie normale. Là, mais le village n'était pas détruit du tout. Donc c'était moins impressionnant que vous qui étiez vivez dans les baraques ou dans les sous-sols. Est-ce que vous avez été soulagé après la guerre? Oui, bien sûr. Mais il a fallu... Bon, j'avais 14 ans, il a fallu que je fasse quel métier faire. Pas de vélo, pas de voiture. J'ai fait la route de Caen, Saint-Martin à pied, au début. J'ai appris la cénodactylo, la comptabilité. Et puis après, j'ai eu mon vélo. Et voilà. C'était la suite, quoi. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces souvenirs. Ça nous a fait plaisir de nous transmettre. De voir un petit peu ce qu'on a vécu. Merci. Et tu vois, c'est des jeunes qui ont fait Oui. Oui, ça nous a fait plaisir de connaître. Mais oui.